Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir encore redonné la parole pour la troisième fois, pour la suite et la fin de mes plaidoiries dans cette affaire, sous réserve bien entendu d'un second tour pour d'éventuelles répliques. Monsieur le Président, honorables assesseurs, la fois passée, j'étais sur les répliques aux réquisitions du ministère public et je vais continuer avant de résumer mes plaidoiries. Monsieur le Président, je disais que le ministère public, dans ses réquisitions, a tenté de vous faire croire que mon client, le colonel Blaise Goumou, aurait fait des contradictions dans son PV d'interrogatoire et dans ses déclarations à cette barre. Mais, Monsieur le Président, en lisant le PV d'interrogatoire du colonel Blaise Goumou et en écoutant aussi ses déclarations à cette barre, contrairement à ce que le ministère public dit, M. Blaise Goumou n'a fait aucune contradiction. Il est resté plutôt constant dans ses déclarations depuis le pool des juges d'instruction jusqu'à même à la phase des confrontations. Il est resté constant, il est resté serein. Il n'a jamais déclaré s'être retrouvé au stade contre toute attente, non. Il a plutôt déclaré que c'est dans le cadre, c'est en exécution du plan de ce jour, de la planification de ce jour, qu'il était sorti avec son équipe et ils se sont rendus à l'esplanade du stade. Et je ne vais plus revenir sur l'itinéraire que j'ai déjà décrit. Donc, il n'a jamais dit qu'il s'était retrouvé au stade contre toute attente. Non. C'était dans l'accomplissement de sa mission de patrouille diurne et d'encadrement de la manifestation de ce jour. Donc, il n'existe aucune contradiction, ni la moindre variation entre les déclarations du colonel Blaise contenues dans son procès verbal d'interrogatoire devant le cours des juges d'instruction et celle faite devant votre juridiction de jugement. Ce sont plutôt, s'il allait de parler de contradiction, de contrariété, ce sont plutôt les déclarations, en tout cas de certains témoins du parquet, qui contiennent beaucoup de contradictions, beaucoup de contrariétés, notamment des nommés Mamadou Soumaro, Youssou Touré, alias Zoli, colonel Oumar Sano, pour ne citer que cela, dont j'ai fait mention la fois passée, et je crois qu'il y a relevé beaucoup de contradictions et de contrariétés, beaucoup de contre-vérités. Donc, le colonel Blaise est resté constant. En outre, le colonel Blaise n'a jamais déclaré avoir vu le commandant Toumba et ses éléments en train de tirer dans tous les sens. Et là, je réitère, il a plutôt dit des tirs de sommation. Donc, tir de sommation, c'est sur le plan vertical. Il n'a jamais déclaré aussi avoir mis beaucoup de temps à l'esplanade. Il n'a même pas passé, en tout cas plus de 15 minutes à l'esplanade.
Le rapport de la commission d'enquête dont j'ai parlé la fois passée, ce rapport, comme je l'ai dit, n'est qu'un recueil de renseignements dont le contenu ne saurait être opposable au colonel Blaise Goum. Sur le prétendu encadrement des recrues de Kaléa, j'ai largement exposé la fois passée, je ne reviens plus là-dessus. En tout cas, le ministère n'a produit aucune preuve de ces allégations dans ce sens. Sur les prétendues séquestrations, tortures, aucune preuve, aucune victime n'a dénoncé le colonel Blaise comme étant le présumé responsable de torture ou de séquestration dont elle serait victime. Le colonel Blaise, d'ailleurs, occupait quelle fonction? Pour être éclaireur, comme le disait monsieur le procureur, il occupait quelle fonction? Pour être éclaireur du CNDD. Ça, je tombe des nues. Parce que j'ai entendu le procureur dire ce jour-là, non, il était même l'un des éclaireurs. Il occupait quelle fonction? Il n'était pas membre du CNDD. Il n'occupait aucun poste de responsabilité, ni de commandement. Un simple agent. Comment pouvait-il être un éclaireur du CNDD? Je ne comprends pas. Et je demande, monsieur le procureur, où se trouve cette fameuse liste des recrues qui aurait été lue tantôt par le colonel, tantôt en présence du colonel Blaise. Vous n'avez pas produit cette liste. Il vous appartenait de produire cette liste. Comment le même Blaise pouvait être? C'est-à-dire à entendre le parquet dans ses réquisitions, c'est comme si le colonel Blaise occupait un cumul de fonctions. Comme si le colonel Blaise cumulait à la fois 3 fonctions, ou bien occupait à la fois 3 postes. Tantôt au camp Alpha Yaya, tantôt à Kaléa, tantôt aux services spéciaux. Comment lui seul, il pouvait occuper ces 3 fonctions à la fois? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Sur la prétendue non-assistance à personne en danger, je crois, j'ai largement exposé la fois passée. Donc, inutile de revenir là-dessus. Je vais quand même parler un peu de cette question de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Dans leur plaidoirie et réquisitions respectives, les conseils des parties civiles et les représentants du ministère public sollicitent la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, nonobstant l'irrecevabilité manifeste de cette demande pour chose jugée irrévocable, cette demande d'une prétendue requalification des faits constitue une violation flagrante, c'est bien une violation flagrante des droits de la défense. Je vais revenir dans les détails. D'abord, de l'irrecevabilité des réquisitions du ministère public aux fins de requalification tirées de la chose jugée irrévocable. Par l'organe de leur conseil respectif, juste pour un peu rappeler ce qui s'est passé bien avant la saisine de votre auguste tribunal, par l'organe de leur conseil respectif, les parties civiles avaient formellement interjeté appel de l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel, qui avait été rendu par le pool des juges d'instruction au motif que les faits poursuivis par le ministère public seraient
constitutifs de crimes contre l'humanité. Et suite à cet appel interjeté par les parties civiles, statuant en tout cas sur les mérites des appels interjetés par les conseils des parties civiles, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a, par l'arrêt numéro 23 du 18/5e mois 2018, vidé son délibéré et les a déclarés mal fondés en confirmant l'ordonnance querellée. Et les mêmes parties civiles, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les mêmes parties civiles, n'étant pas satisfaites, ont continué jusqu'à la Cour suprême. Donc, par l'organe de leurs conseils respectifs, les mêmes parties civiles ont exercé un pourvoi aux fins de cassation de l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Et la Cour suprême, qui est en tout cas la juridiction de censure des décisions rendues par les cours d'appel et les tribunaux en dernier ressort, la Cour d'appel a censuré, la Cour suprême du Mons a censuré, par son arrêt numéro 06 du 25/6 2019, la Chambre pénale s'est prononcée. Elle a rejeté du Mons. La Chambre pénale a rejeté le pourvoi comme non fondé. Donc, cette demande de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité, formulée par le ministère public dans ses réquisitions et appuyée par les conseils des parties civiles dans leur plaidoirie, a été définitivement tranchée par l'arrêt de réserve de la Cour suprême, lequel a d'ores et déjà acquis la force de chose jugée irrévocable. Donc, en vertu donc de l'arrêt de rejet de la Cour suprême qui a été rendu dans la même cause, entre les mêmes parties et portant sur le même objet qui est la requalification, il est cher de déclarer le ministère public irrecevable en ses réquisitions pour chose jugée irrévocable, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale. Subsidiairement, Monsieur le Président, honorables assesseurs, le cabinet du pour des juges d'instruction et la deuxième chambre du contrôle de l'instruction ont fait une bonne application, en tout cas ont bien observé le principe de la légalité des délits et des peines, autrement appelé la légalité criminelle. Ce principe a été observé, ce principe qui est consacré par les dispositions de l'article 6 du Code pénal. L'article 6 du Code pénal qui dispose en ces termes: sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Mieux, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, le ministère public n'a exercé aucun recours. Le ministère public n'a exercé aucun recours contre ces différentes décisions. Il n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance querellée, aucun recours contre l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, la Cour d'appel de Conakry, aucun recours. Ce qui veut dire que le ministère public était favorable à cette décision qui a été rendue parce que c'était du droit. Comment voulez-vous, Monsieur le procureur, que les accusés soient jugés sur des faits qui n'ont pas fait l'objet de poursuites? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Autrement dit, comment le tribunal de ce siège peut requalifier les faits poursuivis en crime contre l'humanité alors que les accusés ici présents n'ont jamais été interrogés sur ces nouvelles
infractions dont l'adoption est manifestement postérieure aux événements du 28 septembre 2009. Non, c'est pratiquement impossible. C'est juridiquement inadmissible. En tout cas, le colonel Blaise Goum n'a pas été poursuivi pour des faits de crimes contre l'humanité. Il n'a jamais été interrogé pour crimes contre l'humanité. Il a été plutôt poursuivi pour meurtre, assassinat, complicité de viol, coups, blessures et violences volontaires, vol à main armée. Il a été interrogé sur ses chefs d'accusation et non sur des faits de crimes contre l'humanité. Il est donc juridiquement inadmissible et illégal que le parquet requiert la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité à cette phase des plaidoiries et réquisitions. C'est inopportun. C'est d'ailleurs une atteinte grave aux droits de la défense et une violation délibérée des articles 5 et 6 du Code pénal de la part du ministère public. D'où il échait de rejeter purement et simplement les réquisitions du ministère public tendant à la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité comme inopportune et infondée. Même la liberté de qualification, puisque le ministère public a pris cela comme étant une autre arme contre la défense. Que non, vous n'êtes pas saisi de qualification, Monsieur le Président, vous êtes saisi des faits. Même la possibilité de qualification et de requalification, ou le pouvoir de qualification et de requalification conféré aux juges du jugement trouve ses limites, je dis bien trouve ses limites dans le strict respect des droits de la défense. Et détrompez-vous, monsieur le procureur. Je dis bien détrompez-vous. Ce n'est pas parce que les avocats de la défense ont déposé des conclusions, peut-être vous pensez ainsi. C'est pourquoi je dis détrompez-vous. Il faut que j'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que les avocats de la défense ont déposé des conclusions et fait des observations orales suite à votre demande de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité que vous allez dire que les droits de la défense ont été respectés. Non. J'ai dit non. Non. Dès lors que les accusés n'ont pas été poursuivis et interrogés sur des faits de crimes contre l'humanité pour être à même de se défendre, le tribunal criminel de ce siège ne peut procéder à une requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité dans sa décision à intervenir. Il ne le peut pas. Le tribunal doit plutôt examiner et statuer sur les faits dont il est saisi par l'ordonnance de renvoi et sur lesquels les accusés ont été interrogés au cours des débats. C'est ce qu'il faut, monsieur le procureur. Au moment de la commission des faits poursuivis par le ministère public, en tout cas en 2009, les crimes contre l'humanité n'étaient pas prévus par le Code pénal de 1998, sous l'empire duquel ces faits-là sont poursuivis par le ministère public. D'où l'inexistence ou l'absence d'éléments légaux.
Donc, vous allez poursuivre nos clients pour crime contre l'humanité sur la base de quoi alors? De quelle disposition légale? Alors que le code en vigueur, en tout cas sous l'empire duquel vous avez engagé des poursuites, c'est le code pénal de 1998 et non celui de l'an 2016. Pas celui en tout cas du 26 octobre 2016, qui est postérieur au fait poursuivi. Monsieur, Nul crime, décoiffez-vous. nulle Monsieur, peine. on vous a dit à la rentrée d'enlever votre casquette. Vous la remettez encore. Allez-y. D'accord. Nul crime, nulle peine, sans loi. Autrement dit, pas d'infraction, pas de sanction sans texte de loi. Comment voulez-vous poursuivre nos clients pour crime contre l'humanité? Alors que l'adoption ou bien l'internalisation de ces infractions, en tout cas dans notre arsenal répressif, est de 2016. Comment voulez-vous? Ça ne tient pas. En tout cas, à la date du 28 septembre 2009, les crimes contre l'humanité n'étaient pas prévus et punis par la loi pénale guinéenne. On va m'opposer peut-être non. Le statut de Rome est d'application immédiate dès après l'accomplissement des formalités de ratification. Si tel est le cas, monsieur le procureur, une question à l'appréciation souveraine du tribunal. Si tel est le cas, pourquoi, pour quel intérêt le législateur guinéen aurait pris le soin de combler ces vides juridiques, aurait pris le soin d'insérer en tout cas les crimes contre l'humanité dans le code pénal du 26 octobre 2016. Pour quel intérêt? Puisque vous dites que c'était d'application immédiate, on n'a pas besoin de l'interner dans un texte national. C'était d'application immédiate. Mais pour quel intérêt alors le législateur va œuvrer pour son insertion ou son internalisation dans le code pénal de 2016? Donc, c'est en 2016 que le législateur guinéen a procédé à l'internalisation des crimes contre l'humanité, donc à l'incriminalisation. Donc, sur la question d'internalisation, le statut de Rome, en tout cas en ce qui concerne ces cas précis, n'est pas d'application immédiate. C'est pourquoi le législateur guinéen a pris le soin de l'interner, d'interner ces crimes contre l'humanité dans notre arsenal répressif de 2016. Donc c'est pour son application aux faits postérieurs à l'adoption de ce code. Je ne vous apprends rien sur le principe, je ne vous apprends rien, monsieur le procureur, sur le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale de fond, puisque vous avez tendance même à confondre les lois de fond aux lois de forme ou de procédure. C'est pourquoi je précise que je n'ai rien à vous apprendre sur la non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Vous connaissez, et ce principe a été consacré par les dispositions de l'article 6 du Code pénal. Donc, le ministère public ne saurait donc prospérer en ses réquisitions aux fins de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, mon client, en l'occurrence le colonel Blaise, n'a pas été interrogé sur les chefs d'accusation de crimes contre l'humanité pour être à même de s'expliquer ou de se défendre contradictoirement. Donc, il est donc inopportun, injuste et illégal qu'on vous demande
à cette phase des plaidoiries et réquisitions, après la clôture des débats, de procéder à une prétendue requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Par ailleurs, Monsieur le Président, en sollicitant la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité dans ces réquisitions, il est allé de constater que le ministère public a abandonné ses chefs d'accusation contre nos clients. En tout cas, ces chefs d'accusation de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, blessures, violences volontaires et de vol à main armée allégués contre le colonel Blaise, qui sont des infractions de droit commun. Parce qu'il sait que le dossier est vide dans ce sens. Il sait que rien ne peut être retenu contre les accusés qui sont là, dans ce sens. On parle, non, Monsieur le Président, il n'y avait pas de volonté politique, mais quand la volonté politique a été manifestée par l'avènement du CNRD, avec le ministre Charles Rat, pourquoi vous n'avez pas demandé de supplément d'information? Puisque la loi vous le permet, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donc, il est cher, ce président, d'acquitter purement et simplement le colonel Blaise. Autrement dit, le ministère public, conscient que les faits poursuivis ne sont pas constitués, ni établis, ni imputables aux accusés, notamment au colonel Blaise, qui clame son innocence et sollicite son acquittement, le ministère public s'est rétracté pour demander une prétendue requalification des faits en crime contre l'humanité. C'est un acquiescement, c'est d'ailleurs un acquiescement de nos moyens de défense. C'est un acquiescement de votre part, monsieur le procureur, de nos moyens de défense. Il revient donc à vous, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, de mettre un terme à cette aventure ambiguë. Oui, c'est une aventure ambiguë. Comme le disait Cheikh Hamidou Kane dans son roman, c'est une aventure ambiguë de la part de Monsieur le procureur et de ses distingués substituts. Donc, il vous appartient, Monsieur le Président, de mettre un terme à cette aventure ambiguë de la part du procureur, en tout cas du ministère public, qui s'obstine à poursuivre à tort des innocents pour des infractions de droit commun et se rétracte à la dernière minute pour solliciter une prétendue requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Donc, vous avez l'impérium, vous êtes souverain, vous avez le pouvoir de mettre un terme à cela. En résumé, Monsieur le Président, honorables assesseurs, contrairement aux multiples accusations sans preuve arguées contre le colonel Blaise, nous attirons votre attention que le colonel Blaise n'a pas fréquenté le centre de formation de Kalea en 2009. Il n'a été ni formateur, ni encadreur, ni instructeur, ni superviseur des recrues du CNDD. Il n'a pas été éclaireur du CNDD dont il n'était même pas membre. Il n'a occupé, comme je l'ai dit tantôt, il n'a occupé aucun poste de responsabilité ni de commandement au sein du CNDD. Il ne relevait pas de la prétendue garde parallèle au cercle restreint du pouvoir. Il ne relevait pas de cette prétendue garde parallèle ou cercle restreint du pouvoir. Quelqu'un qui n'avait même pas un véhicule de déplacement, même un véhicule, qui était même en location. Il n'était pas un agent ou un élément de la garde rapprochée du président Dadis. Il ne relevait pas de la sécurité présidentielle. Il n'est pas un proche ou un parent biologique du président Dadis.
Il n'a entretenu aucun rapport particulier avec le président Dadis et les éléments de la garde présidentielle d'alors. Il n'est pas ce béret rouge qui se trouve dans la photo du cortège du président Dadis. Il n'est ni concepteur, ni planificateur, ni organisateur, ni exécutant des crimes commis le 28 septembre 2009. S'il y a existé, comme nous entendons de l'autre côté, s'il a existé un plan commun de conception ou une planification, une prétendue réunion préparatoire, le colonel Blaise n'est nullement impliqué dans ce fameux plan. Il ne connaît nullement ce plan. Il ignore les prétendus concepteurs ou planificateurs et leurs exécutants. Il n'a nullement prémédité ou monté des guet-apens à dessein d'ôter la vie à qui que ce soit, ni violenter aucun manifestant ce jour 28 septembre 2009. Il clame son innocence. Il ne détenait aucune arme ce jour. Il n'a dérobé aucun objet ce jour. Il n'a donné aucun ordre, ni exécuté l'ordre de qui que ce soit, à dessein de réprimer la manifestation de ce jour. Il n'est pas un meurtrier, ni un assassin. Il n'est nullement complice d'aucun acte de viol ou de violence sexuelle. Ce président. Il n'a administré aucun coup, ni exercé aucun acte de violence, de surcroît fait des blessures, blessés manifestants ce jour. Rien. Il n'a fourni aucun moyen. Il n'a apporté son aide ou son assistance en pleine connaissance de cause à un quelconque présumé violeur. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, le colonel Blaise est choqué. Le colonel Blaise est choqué. Il souffre dans son âme. Son cœur pleure quand il entend ces accusations alléguées par le ministère public contre lui, sans la moindre preuve, à dessein de le diaboliser devant vous, devant l'opinion nationale et internationale. Il est choqué. Son âme est meurtrie. Son cœur pleure. Il est choqué. L'accusation du colonel Blaise n'est que le résultat d'une loterie judiciaire, en tout cas d'un PMU qui a été joué par le parquet. Malheureusement, le ministère public a parié sur le mauvais cheval. C'est un mauvais pari. Le colonel Blaise est un homme pacifique, caractérisé par la culture de la non-violence. Les allégations calomnieuses du ministère public contre le colonel Blaise ne sauraient résister à la rigueur du droit. C'est du sable mouvant qui doit s'écrouler et disparaître par l'acquittement du colonel Blaise Goum. Toutes les allégations contraires, en tout cas de la part du ministère public, des conseils des partis civils, ne sont que des contre-vérités et de la calomnie pure et simple. Comme le disait l'homme de l'art oratoire, Charles Blé Goudé, lors de l'audience de la confirmation des charges devant la CPI, le colonel Blaise n'est pas la honte de sa génération. Il refuse qu'on le jette dans la poubelle de l'histoire par des allégations calomnieuses. Il n'est pas la honte de sa génération. Sa génération est fière de lui, de ses formations, de ses compétences et expériences professionnelles, de ses vertus morales. Il n'est pas la honte de sa génération. Donc il refuse qu'on le jette dans la poubelle de l'histoire par des allégations calomnieuses sans preuve, par des contre-vérités. Il n'est pas ce criminel dont l'accusateur veut vous faire croire, Monsieur le Président. Il n'est pas ce criminel.
Le ministère public devait avoir le courage, l'honnêteté intellectuelle et même professionnelle de reconnaître son échec dans ce dossier. Monsieur le procureur, vous n'êtes pas légalement obligé de requérir à charge contre les accusés si vous n'avez pas de preuves. Vous n'êtes pas obligé par la loi. La loi même vous donne la possibilité de requérir à décharge lorsque vous constatez qu'il n'existe aucun élément de preuve, aucune pièce à conviction de nature à établir la culpabilité des accusés. Le colonel Blaise, comme le disait son ami, Blaise. Le colonel Blaise est aujourd'hui le seul, je dis bien le seul, à être accusé parmi les 3 chefs d'équipe d'alors des services spéciaux, lesquels s'étaient tous rendus à l'esplanade du stade ce jour 28 septembre pour l'encadrement de la manifestation. Il est le seul, ce jour, à être poursuivi ou accusé pour des infractions très graves dont il n'est nullement l'auteur principal ni complice. Quel acharnement, ce procureur. Quel acharnement, quelle sélection, quel triage, quelle discrimination, quelle injustice. Et pourtant, la justice est l'un des 3 mots sacrés de notre devise, la devise en tout cas de notre chère patrie. Donc, colonel Blaise Goum est l'un des dignes fils. Par son intégrité et son patriotisme. Je me suis engagé, Monsieur le Président, je me suis engagé dans cette bataille judiciaire pour l'obtention de la liberté de cet homme qui ne cesse de clamer son innocence. Il mérite cette liberté et je sais qu'il obtiendra cette liberté qu'il a d'ores et déjà acquise dans sa conscience. Dans sa conscience, Monsieur le Président. Car le colonel Blaise n'a rien fait de mal, absolument rien. Il n'est le bourreau de personne, ni le complice de qui que ce soit dans cette affaire. Il ne mérite aucune peine privative ou restrictive de liberté. De surcroît, la réclusion criminelle à perpétuité, cette peine afflictive et infamante, requise à tort contre lui par le ministère public, à dessein de porter atteinte à son intégrité physique, à son honneur, à sa bonne réputation, à sa probité morale et à sa dignité. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je dis bien, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a eu trop de ratés dans cette procédure, depuis l'instruction préparatoire, trop d'irrégularités manifestes, trop de violations des droits de la défense, trop d'allégations fallacieuses, trop de oui-dire, trop de contrariétés, trop de contre-vérités. Il vous appartient donc de tout corriger, de tirer les conséquences de droit, de restituer la vérité historique en fondant uniquement votre décision à intervenir sur les preuves rapportées devant votre auguste tribunal pendant l'instruction définitive et qui ont fait l'objet de débats contradictoires. Et ce pour le triomphe du droit en vue d'un procès juste et équitable. J'aimerais paraphraser le colonel Moussa Tiebro Kamara. Je me rappelle quand je l'ai trouvé à la maison centrale au début de cette procédure, quand on s'est salué, j'ai dit, mon colonel, beaucoup de courage. Il dit, maître, je remercie Dieu. Quand vous êtes dans une famille
et que tes propres frères te traitent d'enfant illégitime, vous devez régler ce problème du vivant de tout le monde, notamment du vivant des parents, pour que les choses soient claires. Je remercie Dieu, il a raison. Dieu merci, ils sont restés vivants jusqu'à la tenue de ce procès. Je remercie Dieu pour leur vie. Parce que ça va se savoir. Parce que la vérité va triompher. La vérité va triompher dans cette affaire. Les choses seront claires. Et le colonel Blaise également se réjouit et rend grâce à Dieu de ce que ce procès a pu se tenir de son vivant pour lui permettre de se défendre, de prouver son innocence. Des graves accusations arguées par le ministère public contre lui. J'ai été désagréablement surpris, voire choqué par un confrère, un de mes distingués confrères, en tout cas de la partie civile, qui, à l'entendre parler, se réjouit de la mort de feu Joseph Makambo Loua. Oui. En disant que Makambo, que le camp Koundara ne mérite pas d'être baptisé du nom de Makambo. Il a même traité Makambo de tous les maux d'Israël. Il a fait ceci, il a fait cela, il était ceci, il était cela. Mais malheureusement, Makambo n'est plus vivant pour se défendre. Il n'est plus vivant pour se défendre. Des accusations graves contre lui. Il n'est plus vivant pour se défendre. Que le Dieu de toute consolation, de toute bonté, continue d'accomplir son œuvre de consolation dans la vie, en tout cas, de la veuve et de ses enfants. Quant au colonel Blaise, Dieu merci, il est vivant pour se défendre. Gloire à Dieu. Que votre décision, Monsieur le Président, ne soit pas le résultat d'une chasse aux sorcières. Qu'elle soit plutôt le reflet de la réalité des faits et des éléments de preuve qui ont fait l'objet des débats contradictoires pour le triomphe du droit. Monsieur le Président, honorables assesseurs, son éminence, le cardinal Robert Sarah, nous a recommandé ceci. Il dit, à défaut de croire en Dieu, crois à la justice, tu y trouveras Dieu. À défaut de croire en Dieu, crois à la justice, tu y trouveras Dieu. C'est très profond. Cette expression est très profonde de sens, car la justice est la nature même de Dieu. La justice, c'est la nature de Dieu lui-même. C'est un attribut divin. Et le colonel Blaise croit en Dieu. Et il vous fait pleinement confiance pour lui rendre justice. Monsieur le Président, à l'audience d'ouverture des débats dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, Monsieur le juge président s'est exprimé en ces termes. Avec votre permission, je vais lire. Il dit, il n'est pas du tout un procès à la Côte d'Ivoire ou même au peuple ivoirien, mais à deux personnes physiques qui sont accusées par le bureau du procureur de crime. La tâche de cette chambre est de vérifier, sur la base des preuves que les parties et les participants soumettront à la chambre pour son évaluation, si les charges formulées par le bureau du procureur sont bien fondées ou pas. Il poursuit. Je peux assurer tout le monde, aussi de la part de mes collègues, que la chambre évaluera toutes les preuves en toute impartialité et en toute conscience, et sera guidée uniquement par la loi, et que la chambre ne permettra pas l'instrumentalisation
aux fins politiques de ce procès. Ah oui, c'est une expression très profonde. Et c'est ce que nous attendons de vous, de votre décision à intervenir dans cette affaire. Oui, Monsieur le Président, honorables assesseurs, à l'instar des juges de la CPI, dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui se sont laissés guider uniquement par la loi pour restituer la vérité historique, par l'acquittement de ces deux accusés, vous pouvez le faire autant. Vous pouvez le faire, Monsieur le Président. Je vous connais dans ce sens. Vous pouvez le faire. Votre décision à intervenir dans cette affaire ne doit souffrir d'aucune fin politique, communautariste, ethnique, régionaliste ou religieuse. Elle ne doit être influencée par qui que ce soit pour quoi que ce soit. Oui, je le dis, parce que ça a trop murmuré dans nos oreilles. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Ça a trop murmuré dans nos oreilles. Parce qu'il y en a qui pensent que ce procès, c'est un procès dirigé contre une communauté. Ce procès a des fins politiques. Donc, chacun fait son commentaire comme il l'entend. Ça a trop murmuré. Nos oreilles ont été tympanisées par les murmures, les échos. Surtout quand le parquet a pris ses réquisitions. Finalement, j'étais obligé même de fermer mon téléphone. Ah, est-ce que, j'ai dit, restez calme, restez serein. J'ai confiance en la justice. Surtout le président et ses deux assesseurs. Ayons pleinement confiance en eux. Ils vont dire le droit dans cette affaire. Oui, je vous crois, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Je suis confiant, je suis convaincu que votre décision à intervenir sera le reflet de la réalité des faits largement développés par le colonel Blaise et sera fondée sur les seuls éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires en application de l'article 497 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, ne permettez pas au ministère public, je dis bien ne permettez pas au ministère public de surprendre injustement l'office de votre juridiction par des préjugés, par des oui-dire, par des suppositions, par des apparences trompeuses, par des contrariétés, par des allégations fallacieuses. Dans cette affaire, le colonel Blaise est blanc comme la neige. Ah oui. À la lumière de tout ce que nous venons de développer, il est allé de constater que les faits de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, de blessures et de violences volontaires, de vol à main armée, ne sont pas établis à l'égard du colonel Blaise Goum. Le premier, et d'ailleurs le meilleur juge de l'homme, c'est sa conscience. Le premier et le meilleur juge de l'homme, c'est sa conscience. Dans la présente cause, dans cette présente affaire, le colonel Blaise Goum est libre dans sa conscience. Sa conscience ne le reproche de rien. Sa conscience ne le condamne pas. Sa conscience ne le culpabilise pas. Sa conscience ne le juge pas. Il est libre. Consciencement, il sait qu'il est innocent. Et il sait que son innocence sera prouvée, sera reconnue par votre décision. Cette liberté est d'ores et déjà acquise dans la conscience du colonel Blaise. C'est pourquoi, abondant dans le même sens, le même Charles Blé Goudé, homme politique ivoirien, il a dit
Il a dit devant la CPI, il a dit, Monsieur le Président, je vais certainement vous surprendre. Il dit, je ne cesse pas forcément à être libre. Parce que la liberté, c'est dans l'esprit, c'est-à-dire c'est dans la conscience. Il dit, je suis libre. Je suis libre dans ma conscience. Et le colonel Blaise est libre dans sa conscience. Il est libre. C'est pourquoi nous vous demandons de concrétiser ou de confirmer cette liberté à la lumière des éléments du dossier qui ont fait l'objet de débats contradictoires, en ordonnant l'acquittement du colonel Blaise en application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, je ne saurais terminer mes plaidoiries sans rappeler l'expression très profonde de notre cher président, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Il a dit à sa prise du pouvoir, il n'y aura pas de la chasse aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui guidera chaque citoyen. La justice sera la boussole qui guidera chaque citoyen. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, vous êtes la boussole qui doit nous guider dans cette affaire pour faire triompher le droit. Vous êtes la boussole. La loi vous a conféré ce pouvoir de nous guider en fondant votre décision sur les seuls éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires. Le roi Salomon, je vais rappeler, avant de clore, le roi Salomon, qui a été l'homme le plus sage de l'histoire de l'humanité, qui a été un juge vraiment célèbre, qui a rendu 3000 sentences, dont la plus célèbre a été le jugement de 2 femmes nourrices qui étaient dans cette chambre sans témoin. Les 2 nourrices sont là. Il y a une par inattention et sous l'effet du sommeil. Elle s'est couchée sur son bébé. Et par inattention, elle a tué son propre bébé. Elle se réveille la nuit, voyant l'autre en train de dormir. Elle prend son bébé dans son sein, elle met dans le sein de l'autre et elle prend le bébé de l'autre. Et le juge est saisi de cette affaire. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, non, c'est plutôt mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Qui était témoin? Personne. Nous étions 2 dans la salle, dans la chambre du monstre. Mais puisque Salomon, le roi Salomon, avait demandé la sagesse et Dieu lui a donné cette sagesse, finalement, il a dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement pas, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Les débats sont clos. Envoyez-moi une épée. On envoie l'épée au juge. Il tire l'épée dans son fourreau. Il dit, voici ma décision. Coupez l'enfant vivant en 2 parties. Donnez une moitié à l'une, l'autre moitié à l'autre. La femme dont le bébé était vivant a senti ses entrailles s'émouvoir de compassion envers son fils. Elle a dit non, Monsieur le Président, Monsieur le juge, mon roi, je préfère alors que vous lui donnez l'enfant vivant. Finalement, le roi dit, rendez l'enfant à sa véritable maman. C'est elle qui est sa véritable maman. Tandis que l'autre disait, non, il n'en sera pas ainsi. On le coupera. Il sera coupé. Ce n'était pas sa véritable mère. C'est pour vous dire
que Salomon était vraiment un juge sage. Que cette sagesse vous guide, Monsieur le Président. C'est ma prière pour vous. Que cette sagesse divine vous guide. Parce que le pouvoir de juger que vous avez, c'est une portion qui vous a été déléguée, comme je l'ai dit à l'entame de mes plaidoiries dans cette affaire. C'est une portion du pouvoir divin qui vous a été déléguée. Que celui qui vous a délégué cette portion-là vous guide comme il a guidé Salomon. Donc, c'est ce roi Salomon qui dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 34, verset 4, Proverbe 14 du moins, verset 34, il dit « La justice élève une nation ». C'est Salomon qui parle. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. La justice est synonyme de l'équité, de la légalité, de l'impartialité ou de l'intégrité du juge. Et c'est ce que les accusés attendent de vous, de votre tribunal, Monsieur le Président. Le péché, c'est l'injustice, c'est l'iniquité, c'est l'impunité, c'est l'arbitraire, c'est la partialité du juge. Ne permettez pas au ministère public de se servir de votre juridiction pour commettre l'injustice et l'irréparable en vous demandant de condamner de pauvres innocents, en vous demandant de condamner des innocents sans preuve, des innocents à perpétuité sans preuve. Ça serait vraiment de l'irréparable. Ça serait une injustice notoire. Perpétuité, pourquoi? Pourquoi? Pour quel crime? Quels sont les éléments de preuve? Monsieur le Président, ne permettez pas ça. Vous devez plutôt redorer le blason de notre justice dans cette affaire. Donc, que la sagesse divine vous guide dans votre secret de délibération, afin que votre jugement soit une référence, un modèle à imiter et une source de droit à l'échelle nationale et internationale, comme l'arrêt d'acquittement de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. En le faisant, Monsieur le Président, votre conscience sera tranquille. Votre conscience sera tranquille. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre aimable attention. J'ai plaidé.